Bonjour à tous, merci d'être venus à cette nouvelle émission de Fabula Ioris. Alors pour ceux qui découvrent l'émission, je me présente rapidement. Donc je m'appelle Diego Teles da Silva, je suis maître de conférences contractuel en droit public à l'Université de Nîmes. Et aujourd'hui, nous sommes là encore une fois pour dépoussiérer un peu plus le droit et aborder une thématique un peu plus loufoque, on va dire, par rapport aux autres. On va parler du droit dans les contes de fées. Et pour m'épauler dans cette entreprise, j'ai un nouvel invité à qui je laisse le soin donc de se présenter. Bonjour à tous, je suis Guillaume Bartolotti, je suis docteur en histoire du droit et je m'occupe particulièrement de droit romain. Et donc pour cette émission avec Diego, nous allons parler du droit dans les contes de fées. Voilà, alors pour situer un peu cette thématique, hein, je vais vous dire deux, trois mots et ensuite Guillaume va prendre le relais pour aborder, on va dire, les jalons historiques du sujet. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, on s'intéresse de plus en plus à la littérature en droit. Il y a un courant qui s'est développé et qui se développe encore et qui essaie d'analyser soit les œuvres littéraires en essayant de trouver des éléments juridiques, soit qui essaie de trouver en fait la part de littérature qu'on trouve dans le droit. Donc, ce sont deux approches différentes et on va dire que l'un des précurseur, ou en tout cas l'un des pionniers dans ce domaine, c'est François Host, donc, qui est un professeur de droit à Bruxelles. Et lui, il a écrit plusieurs ouvrages qui mettent en avant les liens entre droit et littérature, dans ces deux sens, hein, soit les éléments juridiques dans la littérature, soit la part de littérature dans le droit. Et François Host a écrit quelques ouvrages donc, que vous pouvez regarder si vous êtes curieux. Donc, il y a eu notamment Raconter la loi, bon, qui est un ouvrage relativement dense en fait, hein, qui s'adresse, on va dire, plutôt à des juristes ou en tout cas à des littéraires, parce qu'il y a pas mal de théories littéraires à comprendre. Et il a écrit aussi deux ouvrages, on va dire plus de vulgarisation. Il met en avant cette question du droit de la littérature. Deux ouvrages qui s'appellent C'est le droit m'était compté. Donc il a eu volume 1, volume 2, et c'est vrai qu'il essaie d'expliquer le droit en fait à travers des histoires en fait, hein, vraiment des contes. Et c'est vrai que c'est très intéressant lorsqu'on souhaite découvrir le droit, lorsqu'on souhaite apprendre plus sur le droit, sans forcément faire une licence de droit, par exemple. Par ailleurs, concernant les contes de fées de manière plus spécifique, ils ont fait l'objet de plusieurs études hein, depuis pas mal d'années. Alors bien sûr, ceux qui se sont intéressés en premier lieu aux contes de fées, ce sont les littéraires, pour la théorie littéraire, mais il n'y a pas que. En fait, en 1976, donc ça date, mine de rien, Bruno Bettelheim, donc un psychanalyste autrichien, a écrit un ouvrage qui est devenu d'ailleurs très très connu, très populaire, qui s'appelle La psychanalyse dans les contes de fées. Et en fait, lui s'intéresse à plusieurs contes, mais vraiment plusieurs contes de Perrault, des frères Grimm, d'Andersen. Et en fait, il essaie de les interpréter donc, à la lumière donc, des théories de Jung, de Freud, etc. Et c'est vrai que c'est une analyse très intéressante. Bon, certains développements plutôt ont été, on va dire, remis en cause, hein, comme la psychanalyse de Freud, mais on voit toute la richesse en fait à travers cet ouvrage, toute la richesse cachée des contes de fées, parce que derrière ces contes a priori pour enfants, il y a quand même une volonté pédagogique, il y a une critique sociale, il y a plusieurs éléments qu'on peut comprendre, ou en tout cas qu'on peut creuser. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer un petit peu aujourd'hui, sachant qu'il n'est pas exclu qu'on fasse, on va dire, un deuxième épisode, une partie 2 pour cette émission, tellement il y a de choses à dire. Hein. Donc c'est un sujet très riche. Alors évidemment, je pense que la plupart d'entre vous, et c'est aussi mon cas, vous connaissez les contes de fées grâce à Disney, hein, qui a adapté la plupart d'entre eux. Sachant que la version Disney, celle que tout le monde connaît, je pense, est souvent une version très édulcorée. Hein. Il faut garder ça à l'esprit que quand Perrault, quand les frères Grimm ou quand Andersen écrivent les contes, ils ne s'adressent pas forcément à des enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et parfois, on parle on va dire de mutilation, de violence. On parle d'inceste, on parle alors presque de pédophilie hein, dans certains cas, même si pour l'époque, bon, c'est un peu différent en termes d'âge légal, mais ce sont des contes parfois qui peuvent être assez effrayants, et c'est vrai que Disney a évacué toute cette partie-là, mais qui est intéressante pour nous d'un point de vue juridique.
Bon, alors après cette mise en bouche, si j'ose dire, hein, je vais laisser donc à Game le soin de vous présenter comment les contes de fées sont nés, en fait, hein, d'où ils viennent, comment ils se sont développés, et ensuite on abordera de manière plus spécifique la question du droit. Alors effectivement, comme tu l'as dit Diego, il faut creuser pour comprendre les contes de fées, leurs origines, et savoir, comme tu l'as dit également, qu'il y a un certain nombre d'aspects desquels on doit tenir compte en fait dans ce domaine. Il y a des aspects juridiques évidemment, il y a des aspects littéraires, il y a des aspects culturels, il y a des aspects historiques qu'on va voir plus précisément, et qui sont autant de facteurs qui jouent en fait dans le cadre précisément des origines des contes de fées. Il y a un facteur historique dans les contes de fées, de savoir dans quelle période exactement est-ce que sont nés les contes de fées, est-ce qu'on peut identifier une période en particulier. Il y a un facteur culturel, savoir quel est le fond culturel finalement de ces contes de fées. Est-ce que ça vient du paganisme? Est-ce que ça vient du christianisme? Il y a un fond géographique également, c'est un facteur géographique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut identifier précisément un pays ou une origine précise, une région précise dans laquelle se seraient développés les contes de fées, notamment en Europe, hein, puisque c'est en Europe que ça prend racine. Et on dira même des facteurs stylistiques, c'est-à-dire est-ce que c'est purement oral, est-ce qu'il y a une tradition littéraire. Donc il faut prendre en considération tous ces aspects-là pour bien comprendre ce que sont les contes de fées à travers leurs origines. Et si on identifie le début des contes de fées, c'est la fin de la Renaissance. C'est le XVIe siècle, dans une région qu'on ne soupçonnerait pas forcément parce que c'est une tradition en fait qui est assez méconnue. C'est une tradition italienne à la base, puisque c'est né au milieu du XVIe siècle, en Italie du Nord. Et on a en particulier, donc c'est une invention italienne, et on a en particulier un auteur, alors c'est sans doute un pseudonyme, hein, puisqu'il s'appelle Straparola en italien, et Straparola, ça vient de l'italien straparlare, qui veut dire jacasser, qui veut dire trop en dire. Donc c'est probablement un pseudonyme. C'est un peu comme les discussions qu'on a pu avoir sur Homère ou sur Shakespeare. Est-ce que c'est un vrai auteur? Est-ce que c'est une multitude d'auteurs? Sachant qu'on a même un jeu de mots, hein, pour le coup. Voilà, on a même un jeu de mots ici. Et pourquoi Straparola? En fait, il a écrit entre 1551 et 1553 à Venise. Donc c'est un auteur qui vient d'une petite ville italienne de Lombardie qui s'appelle Bergame, qui est venu en fait s'établir à Venise et qui écrit en 2 volumes, en fait, donc publié en 1551 et 1553. Ce qu'on a traduit en français par Les Nuits facétieuses. Et en quoi est-ce que c'est intéressant de parler de ce Straparola? Eh bien, c'est intéressant parce que en fait, dans cet ouvrage, qui est réuni en un seul volume 2 ans plus tard, en 1755, eh bien, on a les premières versions de certains des contes les plus connus. Donc, par exemple, pour Perrault, le conte du Chaboté, par exemple, qu'on retrouve chez Perrault donc un siècle et demi plus tard environ, on le retrouve dans sa première version chez Straparola. Pour citer notre exemple aussi, hein, on retrouve par exemple La Belle et la Bête dans sa première version. Et puis on retrouve aussi des contes qu'on retrouvera plus tard, par exemple chez les Frères Grimm. Donc c'est l'inventeur, je dirais, d'une tradition littéraire qui est celle des contes de fées. On a toujours en Italie en fait une deuxième étape, un petit peu plus tard. Dans les années 1630, on a un auteur qui s'appelle Giambattista Basile, pardon, qui va publier en fait ce qu'on a traduit en français par le conte des contes, le conto degli conti. Alors, il ne va pas connaître le succès de son vivant, il va connaître le succès en fait de manière posthume, puisque ces contes vont être publiés dans les années 1630 après sa mort. Et de la même façon, en fait, il va formuler un petit peu et contribuer à donner plus de détails à cette tradition finalement du conte de fées à cette époque. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est cela qui est intéressant, c'est qu'en fait on a une vision complémentaire entre un Italien du Nord, qui était Straparola, et ici un Italien du Sud, puisqu'il est né et il officie dans la région de Naples, notre Basile. Donc on a une tradition italienne, une tradition née en Italie, qui va se transmettre en fait à d'autres pays européens, en particulier la France, un petit peu plus tard, à la fin du XVIIe siècle en particulier, l'Allemagne au XVIIIe siècle, et plus généralement, je dirais, le nord de l'Europe, au XIXe siècle, en dehors de l'Allemagne. Sachant que, alors, je rejoins cette question géographique pour apporter une petite précision, c'est que c'est vrai que quand on lit les auteurs qui ont étudié les contes de fées, ils nous disent que certes, il y a on va dire une tradition littéraire italienne, hein, en tout cas une première codification en Italie,
mais on retrouve la même tradition, en tout cas la même volonté derrière les contes dans tous les pays, hein. On considère que c'est une sorte de littérature universelle, parce que tous les pays du monde, hein, ont leurs propres contes pour enfants. Des contes qui visent à mettre en garde les enfants, des contes qui visent à raconter une histoire, mais qui reproduit un certain schéma culturel, un certain schéma juridique. Là, Guillaume vous parle vraiment de la tradition, on va dire, classique, littéraire, hein, qui est européenne. Mais c'est vrai qu'on retrouve ça vraiment dans tous les pays. Il y a des contes japonais, il y a des contes sud-américains. Mais ça n'a pas été, on va dire, codifié de la même manière, hein. Mais on va dire que ça existe dans tous les pays. Et c'est ça qui va être intéressant du point de vue du droit. C'est qu'en fait, à chaque fois, les contes vont refléter, alors, le droit, mais d'une manière assez spécifique. Ils vont refléter le droit de la société où ils naissent. Ils vont refléter le droit du temps, de l'époque, hein. Là, on vous parle surtout du XVIe, du XVIIe siècle. C'est vrai qu'il y a des questions de droit qu'aujourd'hui nous semblent évidentes. Par exemple, la protection des enfants. Le fait que les enfants ne peuvent pas se marier vers un certain âge. Aujourd'hui, c'est choquant de trouver des enfants qui se marient à 12, 13 ans dans les contes de fées. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc c'est vrai que l'analyse juridique est compliquée parce qu'on parle à la fois donc, de quelque chose qui est universel, mais en même temps qui reflète des situations très spécifiques au niveau géographique et aussi temporel. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est en partage avec de nombreux pays. Il y a un folklore local, mais en même temps, et tu l'as souligné aussi, il y a une adaptation locale. Et donc par exemple, le fait qu'en France, ça a pris cette ampleur, on va le voir juste après, c'est pas un hasard que ça ait pris cette ampleur, notamment à partir du XVIIe siècle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est assez intéressant, c'est que la question des contes de fées, c'est un phénomène en fait qui est urbain et qui est un phénomène de cour. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, notamment les Italiens, et si je reviens à Basile, il a été proche du Doge de Venise et c'était un auteur qui a été proche aussi des différentes cours du royaume de Naples. Donc c'était un courtisan. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant non plus que l'intrigue en fait la plus populaire à l'époque moderne dans les contes de fées soit celle d'une jeune fille ou d'un jeune garçon qui part de sa campagne profonde pour se rendre dans une grande ville, qui fait fortune, qui par le mariage, par la magie, etc., devient riche, influent, heureux, etc. Donc c'est pas un hasard non plus. Et justement, pour en venir précisément à la France, à cette tradition de cour, on la retrouve en fait à la fin du XVIIe siècle. C'est une tradition en fait à la fois masculine et féminine, parce qu'on retrouve des auteurs féminins, Madame de Sévigné par exemple, la comtesse de Noailles, etc., qui écrivent dans les années 1670, 1690. Mais, et ça tu pourras, je pense, vous en dire un peu plus aussi, Diego, c'est avec Charles Perrault, donc à la fin des années 1690, qu'on va formaliser véritablement le genre littéraire qu'est le conte de fées. C'est vraiment avec Perrault que le conte de fées va obtenir ses lettres de noblesse, va être formalisé à une époque, en fait, il ne faut pas l'oublier, où nous sommes dans le siècle de Louis XIV, et nous sommes à l'époque aussi où les lettres françaises commencent à s'organiser. On a des canons de la littérature qui se forment, on a Boileau, on a Racine qui en parle, donc tout ça n'est pas un hasard. C'est à cette époque que nous avons cette formalisation qui se fait à l'époque de Charles Perrault, au XVIIe siècle en particulier. Alors, je t'interromps rapidement. Nous avons une question au chat. Donc, d'où vient le terme conte de fées? Parce que c'est vrai qu'il peut être un peu trompeur, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de fées dans tous les contes de fées. Oui. Donc, à partir de quand ou pourquoi on parle de conte de fées, est-ce que tu saurais nous dire? Alors, le terme de conte de fées, c'est difficile à savoir parce que il y a des distinctions à faire. En fait, il y a conte de fées et conte, c'est les anglo-saxons qui ont fait cet ajout-là, en fait, les contes qui sont liés à la féerie, où la dimension n'est pas forcément la même. C'est-à-dire, par exemple, dans les contes de fées, il est censé y avoir une fin toujours heureuse, et on est censé, en fait, avoir un univers dans lequel ce sont principalement des êtres humains, en fait, qui vivent. Tandis que dans les contes qui incluent la féerie plus largement, il peut y avoir une fin qui n'est pas forcément heureuse, et c'est pas forcément un univers majoritairement humain. Savoir d'où viennent les contes de fées et le terme de conte de fées, je pense qu'on peut l'attribuer, enfin, tu seras peut-être d'accord avec moi, je pense qu'on peut l'attribuer peut-être à la place importante qu'occupe la figure de la fée dans la tradition européenne depuis le Moyen-Âge, en fait, hein, avant même la Renaissance. Si on regarde les romans courtois, auxquels je ferai une courte allusion tout à l'heure, la littérature arthurienne,
La fée Morgane, par exemple, c'est un personnage important avec Merlin. Donc c'est peut-être, je pense, dû à l'importance peut-être de la figure de la fée. C'est exactement ça. C'est vrai que quand on regarde les contes, hein, bon, il y en a beaucoup qui ont des fées, hein, mais c'est pas du tout une obligation. Mais ce rapprochement qui a été fait de la littérature arthurienne, de la littérature féerique, hein, où pour le coup il y a vraiment des fées ou des magiciens, fait qu'on a très vite commencé à appeler ça des contes de fées. Sachant que cette distinction est importante, hein, les contes de fées, on respecte des canons particuliers, hein, comme Guillaume l'a très bien dit. Il y a des règles spécifiques, hein, pour que ce soit un conte de fées. Tout ce qui n'est pas un conte de fées va devenir, alors peut-être une histoire de féerie, un conte fantastique aussi, parce qu'il y a une distinction à faire. Donc, il y a une sorte de convention, hein, qui fait qu'on appelle ça les contes de fées. Sachant que la principale distinction entre un conte de fées et un conte, on va dire, fantastique, c'est que dans les contes de fées, le merveilleux, ce qui sort de l'ordinaire, hein, est quelque chose de banal. En fait, hein. Les personnages ne sont pas étonnés d'être confrontés à des fées, à des êtres magiques, à des animaux qui parlent. En fait, c'est normal dans leur monde. C'est le merveilleux, ça. Donc, ça caractérise les contes de fées. A contrario, dans un conte fantastique, en fait, vous avez un élément extraordinaire, donc, mais qui vient perturber un quotidien ordinaire. C'est typiquement, par exemple, Harry Potter. C'est vrai qu'il vit dans un monde normal, mais il y a un élément extérieur qui vient le ramener dans un monde magique. Donc, on est plutôt dans le fantastique que dans un conte de fées. Sachant que ce que Guillaume disait, je voulais enchaîner. Au XVIIe siècle, enfin, entre le XVIe et le XVIIe, lorsqu'on crée en fait, les canons des contes de fées, là, on voit déjà un aspect juridique, parce que, en tout cas par rapport au droit et la littérature, les romans, les contes, la littérature de manière générale respectent des règles assez spécifiques, hein. Il faut savoir que la littérature est très codifiée. Et c'est vrai que de la même manière que le droit crée des règles, il crée des cases et il organise les choses, la littérature c'est pareil, hein. Quand on est écrivain, on n'écrit pas les choses comme ça, hein. Il y a un cadre à respecter. Il y a, par exemple en poésie, hein, il y a des rimes, il y a la prose, il y a des choses, il y a un cadre, on va dire, normatif très fort en littérature comme en droit. Donc c'est vrai qu'il y a déjà un premier pas dans le domaine juridique à partir de là. Pour continuer en fait sur cette question, parce que c'est une question très intéressante et c'est une question à mon avis sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps, mais à mon avis, à mon sens, le terme de conte de fées peut-être est assez moderne. Si on regarde Perrault, il ne parle pas de conte de fées, on parle des contes de Perrault. Donc en fait, je pense que le terme de conte de fées, l'expression de conte de fées, elle a été forgée de façon plus moderne, probablement au 19e ou au 20e siècle. Il faudrait jeter un coup d'œil en fait chez les frères Grimm, chez ces auteurs pour vérifier précisément. Mais en même temps, c'est une question qui est liée en fait à ce que je voulais aborder juste après, hein, aussi, sur la question en fait de l'oralité et de la tradition littéraire liée au conte de fées. C'est-à-dire, avant 1550, donc avant Straparola, avant l'Italie, on n'a aucun indice, aucun élément tangible, précis, qui finalement fait référence véritablement au conte de fées. Et c'est ce qui fait que les spécialistes de la question en fait, ont postulé une idée qui relève plutôt de l'intuition en fait, qu'on a un peu tous, à savoir que les contes de fées, c'est une tradition orale qui se serait perpétuée dans les campagnes, dans les milieux de la paysannerie, avec finalement des choses des récits qui auraient peu changé au fil du temps, avant d'être codifiés. Donc ces canons commencent à apparaître à partir du milieu du XVIe siècle dans la littérature. D'ailleurs, ça rejoint tout à fait l'approche des frères Grimm, hein, qui mettent en avant le fait qu'ils n'ont pas écrit ces contes, en vrai, hein, ils ont vraiment écrit, mais et ils mettent en avant le fait qu'ils sont allés dans les campagnes, ils sont allés interroger des mamies, des papilles, pour apprendre leurs histoires, pour apprendre comment ils racontaient l'histoire à leurs petits-enfants. Et il me semble que dans la traduction allemande, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais ce sont les contes des frères Grimm, mais viennent de mamie, machin. Donc c'est vrai qu'ils ont mis en avant cette tradition orale, mais presque, alors à la fois universelle, mais aussi intemporelle, pour dire que en fait, ce sont des histoires qui étaient là, depuis toujours, et qu'on se transmet petit à petit. D'ailleurs, tu as amorcé la chose, hein, mais même si on a tendance à situer ça au XVe siècle,
Quand on regarde l'Antiquité, lorsqu'on regarde les mythes antiques, qui sont des petites histoires hein, à chaque fois, on peut se demander est-ce que ces histoires mythiques, l'histoire d'Hercule, l'histoire de Cerbère, enfin de toutes ces créatures fantastiques dans la mythologie, est-ce que c'était pas déjà une forme de conte de fées? Souvent, c'était un moyen de faire de la morale. Hein. On racontait des histoires mythiques pour montrer que les humains ne devaient pas défier les dieux. Les humains devaient connaître leur place. Donc on retrouve à la fois cette morale, cette manière d'enseigner des choses à travers les histoires mythiques, comme on va retrouver dans les contes de fées. Donc la question est beaucoup plus vaste, hein, et sachant que à chaque fois, on vise à inculquer un comportement. Ce qui rejoint totalement la question du droit. Hein, morale. Voilà, la morale et le droit est là pour nous inculquer un comportement. Hein. Lorsqu'on regarde les règles de droit, c'est nous dire comment il faut se comporter, comment il ne faut pas se comporter. Et les contes, ils sont totalement dans cette perspective. Et effectivement, en fait, ça permet de venir plus précisément à deux des facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, le facteur stylistique et le facteur culturel, à savoir d'où viennent les contes de fées, etc. Il y a une thèse qui est défendue actuellement en fait, chez les spécialistes, qui est de dire que finalement, il n'y aurait pas véritablement une origine nébuleuse, populaire, un peu indéterminée, incertaine des contes de fées qui seraient transmis comme ça de génération en génération, mais que c'est vraiment l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, le marché de l'édition finalement qui s'est développé, qui aurait donné aux contes de fées ces caractères véritablement, ce qu'on peut défendre. Donc, en fait, on peut essayer de pasticher un peu les deux, de voir qu'il y a c'est pas seulement quelque chose d'oral, il y a aussi une tradition littéraire qui joue là-dedans. D'autant plus qu'on peut citer en fait des exemples. Tout à l'heure, on a évoqué très brièvement la littérature arthurienne. Dans la littérature arthurienne, dans les romans courtois, il y a des éléments, alors ce sont des éléments hein, seulement, mais il y a des éléments de merveilleux. Tout à l'heure, je parlais de la fée Morgane, mais il y a Merlin l'Enchanteur, il y a le dragon, il y a Excalibur, il y a un ensemble d'éléments en fait. Il y a souvent des animaux qui parlent. Voilà, il y a ça aussi. Donc il y a des éléments qui ont fait dire à certains spécialistes que finalement les contes de fées auraient gardé des éléments narratifs du roman courtois. Pour ça qu'on retrouve par exemple en dehors de ces éléments-là la chevalerie, les figures de la royauté, le figure du mariage, etc. Le mariage d'amour. Donc c'est des éléments premier exemple en fait qu'on peut et citer. Pas que, hein, il y a aussi une filiation entre les contes de fées et les fables. Hein. Oui, effectivement, j'allais y venir. Ça remonte à très longtemps. Hein. Vous connaissez souvent La Fontaine, mais il faut savoir qu'il s'est inspiré d'Ésope hein, pendant l'Antiquité, au 5e siècle, qui avait écrit des fables. Et La Fontaine a poursuivi en quelque sorte ce travail, hein, a adapté une partie de ce travail qui a commencé à l'Antiquité. Et en fait, dans les fables, on retrouve à peu près la même chose. Hein. Souvent, c'est avec des animaux qui parlent. Les humains interviennent beaucoup moins dans les fables, hein, mais l'idée est la même. On raconte une histoire avec une morale qui vise donc à orienter le comportement des personnes, alors pas forcément des enfants, parce qu'il faut savoir que La Fontaine écrit pour la cour. Hein, ça rejoint encore une fois le fait que c'est une littérature de cour qui s'adresse à des adultes, hein, pas forcément à des enfants. Et il y a aussi cette proximité, cette filiation et parfois même cette confusion entre littérature fantastique, les contes de fées, les fables, sachant que c'est un foisonnement d'idées, hein, mais qui partent tous vers le même sens, créer une morale, ou en tout cas refléter la morale d'une époque. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de morale et de phénomène de cours, c'est peut-être ce qui a pu expliquer aussi un début de popularité à partir de Perrault. Si ça s'est diffusé finalement si c'était un phénomène courtisan, si ça s'est diffusé à la cour de Louis XIV, dans l'aristocratie, etc. Alors que par exemple, dans le même temps, l'aristocratie anglaise commençait à rejeter en fait les contes de fées. Et là où les aristocrates français ont commencé à s'emparer au contraire de ces récits, ça a pu être l'un des éléments en fait qui jouait dans la popularité. Et pour revenir en fait sur ce que tu disais tout à l'heure en fait sur donc la mythologie, l'antiquité, etc. Même la question de morale, on peut tirer en fait des enseignements de l'œuvre de Perrault elle-même, c'est-à-dire que dans la préface de ces contes en fait qu'il publie en 1697, ce qu'on appelait les contes en vers en fait plus tard, dans lesquels on retrouve notamment Peau d'âne, Grisélidis, en fait plusieurs œuvres, mais qui ne sont pas seulement des contes, il y a des contes, fables, etc. Eh bien, il déclare lui-même en fait s'inspirer de l'Antiquité. En fait, et il met ça un petit peu à sa décharge en disant dans la préface, regardez, je m'inspire de l'Antiquité. Simplement, c'est la période, il ne faut pas l'oublier, de la querelle des anciens et des modernes. Perrault, en fait, lui, fait partie des modernes, donc il défend finalement l'idée que l'Antiquité c'est important, mais qu'il faut dépasser
l'héritage de l'Antiquité, et ça apparaît dans sa préface, puisqu'il dit, en fait, l'Antiquité c'est très bien, je me réfère aux œuvres de l'Antiquité, mais lisez quand même plutôt mes contes à moi plutôt que les contes et les œuvres de l'Antiquité, parce que chez mes contes, dans mes contes, il y a une morale qui, à la différence des contes de l'Antiquité, n'est pas une mauvaise morale, mais qui est une bonne morale, donc il y a cet élément moral. Et ce qui est intéressant, donc les enseignements qu'on tire, c'est que lui-même fait la comparaison, en fait, dans sa préface, finalement, avec l'Antiquité. En fait, il se réfère à ce qu'on appelait les fables milésiennes, hein, qui sont une invention en fait au IIe siècle avant notre ère de contes en fait, alors un peu érotiques, donc c'est passé dans la littérature latine via Ovide, etc. Mais ça a été reçu ensuite de manière un peu difficile par l'Église, on dira, hein, il y a une censure qui s'abat à cette époque. Et il fait référence aussi à deux auteurs du IIe siècle de notre ère qui sont Apulée et Lucien de Samosate, via une fable qui s'appelle la fable de Psyché. Donc, lui-même se réfère à l'Antiquité pour la dépasser, mais en fait, il ne se réfère pas à un fond médiéval, il ne se réfère pas à un fond non plus qui serait du paganisme en fait, celtique, mais c'est le paganisme antique, le paganisme gréco-romain, dans le cas de cette querelle, ce retour de la Renaissance à l'Antiquité gréco-romaine. D'ailleurs, tu évoques Apulée, et donc pour ceux qui nous écoutent, hein, alors c'est un roman qui est très ancien, Landor, hein, mais qui est aussi très moderne en fait, hein. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, le roman, en tant que genre littéraire, il n'a jamais été très populaire hein, jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Il a fallu attendre le XVIIIe, XIXe siècle. On avait beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est une littérature qui s'est développée très tardivement. On considérait que c'était une littérature de bonne femme parce qu'il y avait surtout des romans à l'eau de rose à une époque, ou en tout cas, c'était un genre qui était mis de côté. Mais les Romains, en fait, ont écrit 2 romans, donc c'est assez rare pour être souligné, hein, le fait qu'il y ait des romans dans l'Antiquité. Il y a eu le Satyricon, bon, qui est un roman inachevé, mais qui a une dimension très érotique. Bon, même, ça se passe alors dans obscène, hein, comme le récit de Millet finalement, comme les contes Millet. Ça se passe en plus dans un banquet plus ou moins orgiaque. Enfin, bon, bref. Par contre, Landor d'Apulée est plus intéressant parce que c'est un roman qui raconte donc l'histoire d'un homme qui a été métamorphosé donc en âne, et tout le récit en fait c'est ce âne en fait qui essaie de redevenir humain. Et c'est vrai qu'on est à la fois dans le merveilleux, on est dans le fantastique, et c'est vrai que ça se lit très bien. On pourrait quasiment pas se douter qu'il s'agit d'un roman antique, hein, un roman de l'époque romaine. Donc si jamais ces questions vous intéressent, c'est quelque chose que je vous conseille vivement. Tout à fait. Je pense qu'au niveau des origines, je pense avoir à peu près tout dit. Je pense qu'on va aborder directement maintenant un peu, enfin, en tout cas, la première question du droit dans les contes de fées de façon plus directe. Première question donc, tu as raison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette filiation, en tout cas ce lien entre droit et littérature, il apparaît déjà en fait dans la carrière de certains auteurs. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, beaucoup d'écrivains étaient aussi des juristes en fait. Hein, et les écrivains, ceux qui ont écrit des contes de fées, n'échappent pas à cette règle. Je vous donne quelques exemples hein, qui sont connus ou pas, hein, je ne saurais pas vous dire, mais Balzac, par exemple, donc, qui a écrit La Comédie humaine, hein, vaste entreprise littéraire, était clerc de notaire, en fait. Hein. Souvent, il écrivait, d'ailleurs, pour des raisons alimentaires, hein, pour le plaisir, ou pour arrondir, pour payer ses dettes ou arrondir ses fins de mois, mais il était d'abord juriste. De la même manière, certains auteurs étaient des hommes politiques hein, qui s'intéressaient de près à la question de la loi. Je peux citer Lamartine, hein, qui a été député à l'Assemblée nationale, ou encore Victor Hugo. Et c'est vrai que les deux se sont intéressés à la fois aux questions, on va dire, littéraires, mais aussi aux questions juridiques. Victor Hugo, hein, pour ne citer que lui, hein, il a écrit Le dernier jour d'un condamné, donc, qui parle de la peine de mort, à une époque où la remise en cause de la peine de mort n'était pas évidente du tout. Donc, les auteurs, les écrivains sont toujours intéressés à la question du droit, et même par leur carrière, hein, et justement, Guillaume va vous en parler, Perrault et les frères Grimm n'échappent pas du tout à cette règle-là. Et juste pour Balzac, par exemple, pour vous en dire, Balzac, il y a une œuvre qui s'appelle César Birotteau, dans laquelle il évoque en fait, le droit pénal de l'époque, le droit des sociétés en même temps, à travers la banqueroute, et finalement les peines extrêmement dures qu'on a au XIXe siècle. Donc en fait, même dans les œuvres de ces
auteurs du 19e siècle, on a un fond juridique en fait, qui apparaît. Mais là, si on revient plus précisément à la question des contes de fées, il y a à la fois le contenu, je dirais, et le contenant ou le contexte qui a une coloration juridique dans les contes de fées. Et alors, c'est la tradition finalement, enfin l'analyse moderne du droit dans la littérature, c'est pas quelque chose qui a beaucoup percé en France. En fait, ça a pris le nom de juste littérature, en fait, donc les rapports entre le droit et la littérature, le droit dans les sources littéraires ou la comparaison entre les sources littéraires et les sources juridiques. Donc c'est quelque chose de plutôt anglo-saxon. On retrouve par exemple, au début des années 2000, il y a eu l'Oxford Companion to Fairy Tales, donc sur les contes de fées qui a été fait. Et là, récemment, tous les deux, on a apporté ce livre, l'analyse juridique des contes de fées, qui parle donc finalement des contes de fées du point de vue du droit. Donc ce sont des juristes et des historiens du droit qui parlent précisément de cette question. Ça a été fait en 2018, donc c'est assez récent. Et c'est pas quelque chose qui a beaucoup encore pris, malheureusement, alors que c'est très intéressant, dans le monde francophone. Même si tu as cité François Host, etc. Si on revient donc en fait à cette question, le premier exemple que tu as cité, effectivement, Charles Perrault. Charles Perrault, c'était un juriste, en fait, il était fils d'avocat et il a été lui-même reçu comme avocat. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Généralement, on ignore que Perrault avait reçu une formation juridique. Alors, c'est peut-être parce que, dit-on, Perrault a été un juriste assez médiocre et que finalement, sa formation juridique et sa culture juridique étaient elle-même assez médiocres. Parce qu'en fait, dans ses mémoires, dans les mémoires de sa vie, il raconte avoir fait des études de droit à l'université d'Orléans au milieu du XVIIe, à partir de 1651. Orléans étant d'ailleurs l'une des principales facultés de droit en France. Il y a une tradition en fait, qui remonte à l'époque médiévale. Donc Orléans est un grand centre finalement juridique en France à cette époque. Et donc il raconte qu'il a fait des études à Orléans. Et que, il le dit, donc est-ce que c'est pour se justifier aussi? Il dit qu'à l'époque où il a commencé ses études et à l'époque où il a terminé ses études, on n'était pas trop regardant pour accorder des licences et d'autres degrés, dit-il, dans le droit canonique, dans le droit civil. Donc en gros, il se justifie un petit peu, finalement, contre les critiques qui peuvent s'abattre. Et il dit également qu'il a étudié le droit romain comme tout bon étudiant de l'époque. Et puis en fait, on voit même à travers les œuvres de Perrault, alors c'est pas une œuvre par exemple de grande importance, mais il a rédigé un poème avec son frère en 1653, dans lequel en fait il cite, pour le tourner en dérision, les noms de grands juristes en fait français principalement, depuis l'époque médiévale jusqu'à son époque. Donc par exemple il cite Bartol ou Barthollet qui est un grand juriste italien du Moyen-Âge, il cite Cujas qui est le géant de l'humanisme juridique au XVIe siècle. Donc on sait par les écrits même de Perrault qu'il avait une certaine culture juridique. Il avait une culture juridique. On peut dire qu'elle était faible, voire déficiente, mais dans tous les cas, on sait de Perrault qu'il avait une culture juridique. C'est ça qui a influencé un peu sa vision, finalement, du droit, et le fait, tu vas nous en parler, je pense, un petit peu, que dans les contes de Perrault, on a des éléments juridiques véritablement, à proprement parler, juridiques. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, il y a les frères Grimm, en fait, dont on peut parler, qui est un deuxième exemple, pour le coup, plus récent. Ils ont été, en fait, les frères Grimm, au début du 19e siècle, donc beaucoup plus récemment, les élèves d'un grand juriste allemand, un grand historien du droit allemand, qui était Friedrich Karl von Savigny, qui a été un grand romaniste. En fait, on le connaît surtout parce qu'il a fait des œuvres de grande portée dans la romanistique, et donc c'est celui qui a été à l'origine d'un renouveau des études de droit romain en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Mais dans le même temps, il est connu en fait pour sa vision particulière du droit, et il a en fait enseigné le droit, ça c'est méconnu aussi, aux frères Grimm dans l'université de Marbourg au début de sa carrière entre 1802 et 1803. Et alors, les faits ne s'arrêtent pas là, il ne s'agit pas simplement d'une relation un peu distante entre l'enseignant et ses étudiants. Ils ont gardé en fait un contact très, très, très rapidement, ils ont été assez proches, à tel point que, que va faire Savigny? Il va présenter par exemple les frères Grimm à des auteurs de chants populaires allemands à l'époque. Donc il va les mettre en relation avec des conteurs, des auteurs de chants populaires. Il va lui-même être aussi, à cette époque, le
le destinataire, le dédicataire, je dirais, en fait, de certains des contes des frères Grimm. Donc, ils vont garder un contact étroit durant leurs études et même un petit peu après leurs études. Et alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle précisément de ça, parce que eh bien, Savigny, en fait, c'est le créateur, entre guillemets, de ce qu'on appelait l'école historique allemande, qui voit dans le droit, à cette époque, non pas le produit comme le voit, par exemple, une tradition issue des Lumières, d'une volonté codificatrice abstraite, artificielle, d'un codificateur à un moment donné, mais au contraire, le droit est, pour cette école et pour Savigny, le produit d'une évolution. Donc il y a une évolution, c'est un historien du droit, il ne faut pas l'oublier, donc c'est une évolution, et cette évolution du droit, elle est liée principalement à la place, et c'est là qu'il y a un lien en fait très étroit avec les frères Grimm, avec la place de la culture populaire, la place du peuple précisément. Parce que l'aîné des frères Grimm, en fait, Jacob Grimm, non seulement il va accompagner Savigny à Paris pendant ses voyages, par exemple, mais il va faire partie également de cette école historique. On va l'appeler d'ailleurs, c'est le surnom qu'on lui donne, on va l'appeler le poète de l'école historique. Donc c'est une dimension plus poétique, plus littéraire, mais il va intégrer cette école historique. Et en fait, si on fait le parallèle entre la vision d'une part de Savigny et la vision d'autre part des frères Grimm, et en particulier de Jacob Grimm, eh bien il y a des parallèles en fait concernant la culture populaire, d'une part dans le droit et d'autre part dans les contes. C'est-à-dire que pour Savigny, le peuple joue un rôle très important. Il y a l'esprit du peuple qui est très important pour comprendre le droit allemand. Et donc le peuple, cette conscience collective du peuple, dont parle Savigny, c'est l'expression qu'il emploie, c'est une source juridique. Et parallèlement, et dans le même temps, chez les frères Grimm, cette même conscience populaire, c'est également une source du conte. Tout à l'heure, tu parlais en fait des frères Grimm en disant que eux-mêmes ont essayé de se forger un peu cette légende en fait selon laquelle ils seraient allés recueillir. Ils auraient été leur conte aurait été le réceptacle de cette culture populaire. Voilà, cette culture populaire en fait voilà. Alors que bon, en réalité, on sait qu'il y a un intermédiaire en fait chez les frères Grimm, comme chez d'ailleurs Savigny, entre la culture populaire et le droit chez Savigny, et la culture populaire et les contes chez Savigny, en fait, précisément. Après, même s'ils ne sont pas allés recueillir les contes, oui, on va dire, dans les villages, hein, il est vrai que ce soit Savigny d'ailleurs ou le frère Grimm, ils essayent de restituer en fait ce savoir populaire, cette culture qui n'a pas de prétention, hein, les contes de fées. Alors on va en parler plus en détail, mais ils n'ont pas vocation à créer des actes de droit. L'objectif, ce n'est jamais de dire bon il faut qu'on fasse les choses comme ça. Non, c'est juste que la population, le peuple se comporte d'une certaine manière, les choses se font d'une certaine manière, et en fait, on peut en tirer de leçons à travers cette conscience collective, à travers cette culture populaire, et c'est ça qui est mis en avant dans les contes, et que Savigny mettait aussi en avant par rapport au droit. Le droit, c'est pas quelque chose qui s'impose à la population, c'est quelque chose qui vient de la population et qui ensuite se diffuse en fait. Et les contes, c'est la même chose. Précisément. Donc en fait, il y a cet intermédiaire en fait sur lequel je me suis arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire que chez Savigny, l'intermédiaire entre le peuple et le droit, ce sont les juristes. Chez Savigny, en fait, le droit, c'est le produit d'une conscience populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple, en fait, via les coutumes principalement, pas que les coutumes, mais en partie les coutumes, qui crée le droit. C'est quelque chose qui est en fait spontané, qui n'est pas forcément calculé, à la différence de cette vision issue des Lumières, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et les juristes vont être les représentants en fait, de cette tradition populaire. Il y a un mandat tacite qui est donné par le peuple, donc les juristes vont en être les représentants. Eh bien, chez les frères Grimm, c'est la même chose, sauf que en fait, eux sont le réceptacle, mais finalement, l'intermédiaire, contrairement à ce que eux avancent, et ce que tu disais, c'est une tradition littéraire dans laquelle ils sont allés puiser, c'est-à-dire même chez Perrault. On sait que les frères Grimm sont allés puiser dans des contes allemands de l'époque, mais aussi chez Charles Perrault. Donc il y a à chaque fois en fait, un parallèle à faire sur la vision du peuple, l'importance du peuple, et c'est très intéressant de voir que finalement, et ça donne beaucoup je dirais, d'indices, même pour un historien du droit comme moi, mais pour un juriste en général, sur l'état et l'esprit du droit allemand de cette époque, la philosophie du droit, la sociologie du droit de cette époque, de voir que dans le droit comme dans la littérature, il y a une place très importante qui est donnée à l'esprit du peuple, finalement, aux interprètes de l'esprit du peuple, que seraient les juristes d'une part, représentés par Savigny, et les écrivains, notamment les écrivains qui font des contes de fées comme les frères Grimm, qui seraient en fait les représentants d'un folklore aussi populaire. Donc il y a vraiment ce parallèle qui est très intéressant, qui est riche d'enseignements en fait pour ce qu'est
la sociologie allemande de l'époque, que ce soit dans le droit ou dans la question des contes de fées. Et donc ça, c'est très intéressant. Et si on regarde un petit peu, en fait, comment ont été transmis les contes de fées depuis donc, le milieu du XVIe siècle, je disais, jusqu'à l'époque des frères Grimm, ensuite Andersen, et encore aujourd'hui, à travers principalement le soft power américain que sont les Disney, on voit qu'en fait, il y a un filtre historique et culturel, en fait, à travers l'Italie, puis donc première tradition. Ensuite, c'est réceptionné en France, c'est-à-dire que en France, on vient à formaliser tout ça. Et c'est pas étonnant, encore une fois, vu que ce soit fait par un Français, et surtout que ce soit fait au XVIIe siècle. Et ensuite, c'est transmis dans le monde germanique et dans le monde nordique en général. Et donc, on a ce premier filtre avec finalement le dernier état des contes de fées qui nous a été transmis par les frères Grimm et par finalement Andersen, puisque c'est eux qui ont achevé de populariser ce genre littéraire à part entière qui était devenu les contes de fées. Et d'ailleurs, tu l'as dit sans doute en préambule, si on regarde les Disney se sont beaucoup appuyés sur les versions qui ont été données par les frères Grimm. Et même récemment, hein, on ne se rend pas compte, mais Disney n'invente pas les contes. Hein, et La Reine des Neiges, qui a été un succès monumental, hein, c'est en fait l'adaptation d'un conte d'Andersen, donc qui a écrit au 19e siècle. Donc c'est vrai que c'est une traduction qui s'est perpétuée, mais qui a toujours gardé ses racines là, en fait. Hein, toujours cette volonté de restituer un savoir populaire. Qui n'est pas un savoir, on va dire, qui a l'ambition d'être une règle de droit, ou même une règle morale, hein, mais qui est là pour avoir cette fonction, on va dire, didactique. Effectivement. En même temps, alors si on se plonge, on va dire, dans les contes, et si on commence à les citer un peu plus, pour vous donner quelques détails, faire le rapprochement avec le droit positif, hein, je m'appuie notamment sur certains développements, hein, donc, du livre que Guillaume a déjà cité. Donc, il était une fois Analyse juridique des contes de fées, qui est un ouvrage collectif, hein, donc chaque chapitre en fait est écrit par un auteur différent et aborde des points juridiques assez spécifiques. Si tu me permets juste d'interrompre par rapport à ça, en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre en fait, donc l'analyse du contenu dont tu parlais, c'est que ici, il faut avoir ce filtre juridique dont on a parlé tout à l'heure à l'esprit, c'est-à-dire l'imprégnation juridique des auteurs, des frères Grimm qu'on a vus et de Perrault, pour bien comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a du droit dans les contes de fées. Tout à fait. Alors, si on s'intéresse à ça, dans quelle mesure on trouve du droit dans les contes de fées? Je vais vous donner quelques exemples, hein, et je ne serai pas du tout exhaustif, on pourra à l'occasion approfondir ce point. C'est vrai que cette émission aujourd'hui, elle avait vocation à la fois vous présenter les contes de fées, vous montrer dans quel contexte ils ont été créés, comment ils se sont développés, et on a très peu parlé finalement du droit vraiment dans les contes de fées, mais on y arrive. Alors, premièrement, c'est vrai que la question de l'engagement et du contrat, donc, qui est une question centrale en droit, hein, vous vous en doutez, les rapports entre particuliers sont des rapports contractuels. Donc, on parle de droit des obligations, et le Code civil a des pans entiers dédiés à cette question, hein, de l'article 1100 et suivant, hein, et ça se poursuit sur des dizaines d'articles. Donc, c'est l'un des principaux fondements du droit, le contrat ou l'engagement. Et c'est vrai qu'on trouve aussi dans les contes de fées cette question-là. Alors, non seulement le fait qu'il y a des contrats dans les contes de fées, mais aussi le fait qu'il faut respecter les contrats de bonne foi. Il y a une obligation à la fois morale, mais presque juridique, qui apparaît souvent dans les contes de fées. C'est par exemple le cas de la petite sirène, d'Andersen justement, hein, qui passe un contrat avec la sorcière pour avoir des jambes, mais qui doit aussi donner une contrepartie. Vous savez, les contrats, souvent, ils sont basés sur un droit et une obligation. Ici, dans la petite sirène, on met bien en avant qu'elle va gagner quelque chose, donc elle va avoir des jambes, c'était son souhait, mais en même temps, elle doit renoncer à quelque chose, elle paye une contrepartie à la sorcière, donc c'est sa voix. Et là, bien sûr, hein, ça a des implications sur le conte, hein, des implications d'ailleurs très néfastes pour la petite sirène, mais il y a ici donc un contrat qui doit être respecté et sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. À partir du moment où le contrat est signé, il n'y a plus de retour en arrière. De la même façon, là aussi dans un conte qui est très très connu, hein, La Belle la Bête, nous avons un homme donc, qui a des dettes, hein, qui vient piller un château. Bon, il se fait attraper par la bête.
Et en échange, alors là aussi ça peut être un peu surprenant du point de vue de la morale, il donne sa fille en otage à la bête, hein, qui vient, on va dire, jouer les gouvernantes, hein, dans le manoir. Mais il respecte son engagement. On pourrait penser que bon, bah, maintenant qu'il est sorti du château, il n'a plus à envoyer sa fille. Bah, si, il respecte son engagement, il respecte cette promesse qu'il a fait. Il ramène sa fille. Bon, l'issue est évidemment heureuse, hein, parce qu'il se trouve que la bête était un prince, changé grâce à l'amour. Mais cette question du contrat, de l'engagement respecté de bonne foi, elle apparaît aussi dans ce conte-là. De la même manière, il a aussi, avec des conséquences, bon, on va dire plus ou moins néfastes pour elle, Cendrillon. Elle obtient ce qu'elle désire, donc pour aller au bal, hein, elle obtient le carrosse, la robe, tout ce qu'elle veut, mais il y a aussi une contrepartie. C'est aussi un contrat. Elle a tout ce qu'elle voulait, par la fée, hein, pour le coup, il y a des fées dans celui-ci, mais elle va rentrer avant minuit. Donc là aussi, il y a une contrepartie, et à partir du moment où on ne le respecte pas, bah, il y a tout qui part en vrille. Hein. Donc on montre bien, et c'est une manière alors, très subtile, hein, certes, de montrer qu'un contrat, bah, ça se respecte en fait. Hein. Et ça nous renvoie à tous les articles du Code civil, hein, 1100 et suivants, qui nous mettent en avant le fait qu'un contrat, lorsqu'il est signé, il doit être respecté. Ensuite, alors de manière, on va dire, plus anachronique, hein, pour le coup, les contes de fées mettent souvent en avant des enfants, mais il y a un gros décalage, pour le coup, entre notre conception de l'enfance aujourd'hui et la conception de l'enfance qu'on pouvait avoir dans les contes de fées. Souvent, dans les contes, bah, les enfants, en tout cas les préadolescents, travaillent. Cendrillon, hein, et elle travaille à nettoyer la maison, elle fait face à des activités assez pénibles, et on ne se soucie pas trop de l'intérêt des enfants. De la même manière, hein, pour les mariages, on a quasiment que de mariages plus ou moins forcés, bon, même si l'amour triomphe. Hein. Donc on voit ici qu'il y a du droit. En fait, il y a le mariage, il y a la question du fait que bah, les enfants sont soumis à la volonté de leurs parents, donc droit de la famille, hein, tant qu'ils sont mineurs, mais en même temps, on voit que les contes de fées reflètent le droit de l'époque. En fait, hein. On ne peut pas imposer notre conception du droit dans les contes de fées. C'est vrai que ça peut pas être choquant du point de vue du droit aujourd'hui, que les enfants travaillent, que les enfants se marient aussitôt, que les enfants doivent faire toutes les volontés de leurs parents. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, dans ce contexte juridique, hein, où les enfants ne sont pas aussi protégés qu'aujourd'hui, ou même où le mariage n'est pas aussi encadré par la loi qu'il est aujourd'hui, bah, ça paraissait moins choquant. Donc là aussi, il y a du droit dans les contes de fées, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a du droit, il y a un droit de l'époque en fait. Hein. Ce n'est pas le droit d'aujourd'hui, même si on peut faire des ponts, des transpositions. Tout à fait. D'ailleurs, on peut faire en fait une remarque aussi sur le droit en fait dans les contes de fées, qui est un reflet, et même la formalisation des contes de fées, qui est un reflet finalement des grands phénomènes juridiques qu'on observe à l'époque. C'est-à-dire, si on regarde donc 16e, 17e, 18e siècle, le développement continu du genre littéraire qu'est le conte de fées, qui va être récupéré ensuite au 19e siècle, mais en fait c'est une popularisation, mais le genre est déjà formé. À quoi ça correspond d'un point de vue de l'histoire du droit? Ça correspond aussi à l'époque où on commence du point de vue du droit, à formaliser le droit. En fait, le XVIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est l'époque durant laquelle on rédige les coutumes. Le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est quoi? C'est l'époque où on commence à avoir une première volonté codificatrice qui commence sous Louis XIII, sous Louis XIV, et qui anticipe en fait ce qu'on va retrouver dans le Code civil. Et donc c'est pour ça que les auteurs ont bien insisté d'ailleurs dans l'analyse juridique des contes de fées, en disant que ce n'est pas un hasard si on a un lien en fait entre la tradition des contes de fées et la tradition de la codification juridique en Europe. Cette vague de codification à partir du XVIIIe siècle et qui se perdure ensuite au XIXe. Donc il y a ce contexte-là aussi, ce préambule, je dirais, duquel il faut tenir compte aussi pour le contenu. De manière peut-être un peu plus loufoque, les contes de fées soulèvent aussi une question intéressante, hein, si on creuse un petit peu, c'est la question des animaux. Là aussi, un vaste débat sur lequel on ne va pas forcément se lancer, peut-être à une autre occasion. Mais vous savez qu'en droit français, c'est le cas dans beaucoup de pays, les animaux ont souvent été considérés comme des choses. Donc, il y a un code civil, dans le code civil, à partir de l'article 1243, une responsabilité du fait des choses.
on est gardien d'une chose, et c'est vrai que cette chose provoque un dommage, bah, c'est nous le responsable, parce que nous sommes les gardiens de la chose. Et pendant très longtemps, bah, les animaux étaient considérés comme des choses. Depuis une réforme alors assez récente, hein, il me semble que c'est 2016, l'article 515-14 du Code civil toujours nous dit que les animaux ne sont pas des choses, ils sont des êtres sensibles. Donc il y a une évolution. Pourtant, en matière de responsabilité, les animaux sont toujours considérés comme des choses. Le fait qu'ils deviennent des êtres sensibles était surtout un moyen d'éviter les maltraitances. Hein. Une chose, bah, on peut en disposer librement. Par contre, un être sensible, ce n'est pas pareil. Donc cette évolution-là, c'était pour éviter la maltraitance ou lutter contre la maltraitance animale. Par contre, du point de vue de la responsabilité, bah, vous avez un chien, même si c'est un être sensible, si votre chien mord quelqu'un, bah, c'est vous le responsable, c'est pas le chien. Hein. On ne peut pas attaquer en justice le chien. Alors, le problème, c'est que dans les contes, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans les contes, les animaux ont du discernement. Souvent, bah, ils sont même plus malins que les humains. Hein. Je peux citer l'exemple classique, le chat botté. Le chat botté est non seulement bah, très intelligent, mais en plus, bah, il roule le roi. C'est lui qui mène la danse. Et certains auteurs, et ça fait partie d'un développement de l'ouvrage que je vais citer, l'analyse juridique des contes de fées, nous montrent qu'en fait, du point de vue du droit aujourd'hui, et dans les contes de fées de manière générale, hein, à partir du moment où les animaux ont du discernement, à partir du moment où les animaux prennent des décisions en toute autonomie, bah, il y a une responsabilité qui n'est plus celle du fait des choses, mais qui est une responsabilité personnelle. Certes, le marquis de Carabas, en fait, est le propriétaire du chat botté, c'est un héritage, hein, le chat botté, mais en même temps, est-ce que c'est lui qui choisit les choses? Est-ce que c'est lui qui ordonne le chat botté de faire des choses pour lui? Non, en fait, le chat botté est indépendant, il fait les choses qu'il veut. Et du coup, en termes de responsabilité, bah, les contes de fées brouillent les cartes, en fait. En termes de responsabilité du fait des choses, les animaux ne sont ni des choses, ni des êtres sensibles, bah, ce sont des êtres à part entière. Mais finalement, n'est-ce pas une espèce de reflet de la vision qu'on a depuis le Moyen-Âge des animaux? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a hérité d'une vision en fait, de l'animal comme une chose, depuis le droit romain, en fait, avec effectivement déjà une responsabilité à cette époque. Mais en fait, si on regarde un peu du point de vue de l'histoire du droit, il y a ce fait un peu cocasse aussi, qui est connu pour le Moyen-Âge, donc tu parlais de responsabilité, du fait qu'on a jugé des animaux. Au Moyen-Âge, il y a des jugements d'animaux, on a jugé des porcs, on a jugé des rats, etc. Donc est-ce que c'est pas finalement un reflet dans les contes de fées de cette attitude qu'on avait, qui n'était pas une attitude juridique, hein, c'était quelque chose de plutôt social, un phénomène plutôt social, sociologique, qui se reflète à partir de cette vision qu'on a de l'animal, même si l'animal est toujours une chose, de savoir l'animal est quand même responsable finalement, et c'est peut-être ça qui transparaît, cette coloration en fait qui transparaît dans les contes de fées. On peut penser aussi à ce fait sociologique à souligner. Bien sûr. De toute façon, ça a toujours posé problème. Hein. À une époque, on pouvait blâmer l'animal, mais bon, on ne peut pas demander une indemnisation aux animaux. Hein. La seule chose qu'on pouvait faire lorsqu'un animal était condamné, c'était de le tuer. On considérait que sa responsabilité, c'était sa vie. Donc, on le sacrifiait. Hein. Et même aujourd'hui, hein, ça peut arriver que un chien qui devient fou, on le pique. Tout à fait. Donc, même si c'est son propriétaire, le responsable. Mais c'est vrai que les contes de fées, par rapport à la question de l'animal, sont intéressants parce que là, pour le coup, le droit n'est pas du tout transposable, en fait. Si on applique le droit, on est forcément à un mur, face à un mur, parce que la responsabilité personnelle des animaux devrait être impliquée. Bon, dans les contes de fées, tous les animaux ne sont pas aussi lucides ou autonomes, hein, mais lorsqu'ils le sont, leur propriétaire ne peut pas être considéré comme responsable. Tout à fait. Donc il y a un décalage par rapport au droit qui est intéressant aussi. Et on a une question d'ailleurs sur le chat apparemment. Est-ce que les adaptations modernes style Disney modernisent aussi le droit dans ses œuvres? Alors j'aurais tendance à dire oui, en fait, parce que si vous remarquez, on a tendance à vieillir les personnages dans les contes Disney, en fait, par rapport à l'âge des personnages dans les contes. C'est vrai que dans les contes, on ne se rend pas forcément compte, hein, mais les personnages ont parfois 12 ans. 12 ans et ils doivent partager la couche d'une personne, ils doivent se marier, ils partent pour des aventures très dangereuses. Donc il y a, je pense, le fait que la protection de l'enfance qui est mise en avant fait que Disney a tendance à vieillir déjà les héros. Il y a aussi un bouleversement qu'on constate ces dernières années. Hein. Les contes de fées, ça se résume souvent à ça. Hein. C'est la recherche de l'amour.
c'est son âme sœur. C'est le mariage bourgeois, hein, d'ailleurs. Le mariage qui n'est pas une mésalliance. On en a parlé hein, lors de l'émission sur le mariage. Les princes se marient avec des princesses et les princesses se marient avec des princes. C'est ça. Hein. Disney a un peu bouleversé ça, là aussi, hein, dans une conception plus moderne. Déjà parce que le mariage n'est pas une fin en soi, en tout cas aujourd'hui, hein, dans la société moderne. Et en plus, le mariage n'a plus besoin d'être forcément quelque chose qui s'intéresse aux questions patrimoniales, on va dire. Hein. Il y a des exemples, hein, même si les polémiques persistent dans certains cas. Dans La Reine de Neige, par exemple, on ne met pas du tout en avant un amour, on va dire, homme-femme. On met en avant un amour fraternel entre les deux, entre les deux sœurs. Et on essaye encore, je pense, d'adapter pas mal de choses. Alors là aussi, hein, je ne sais pas si vous avez suivi récemment la polémique de la nouvelle adaptation de la Blanche-Neige, où on va complètement zapper les nains, en fait. Hein. Et là aussi, c'est des questions juridiques. En droit se développe la question de la dignité humaine, hein, le fait qu'il faut protéger, préserver certaines personnes, notamment lorsqu'elles ont un handicap. Et il y a eu une polémique récemment parce que l'image qui donnait des nains dans Blanche-Neige semble dégradante, en tout cas selon certains acteurs. C'est le fameux arrêt très connu des juristes français, en tout cas des publicistes surtout, de l'arrêt Morsan-sur-Orge sur la dignité des personnes humaines. Hein. C'est une affaire où il y avait un lancer de nains, d'ailleurs, hein, où le nain était partant, mais on a considéré que c'était une atteinte à la dignité humaine. Là aussi, ça rejoint Disney maintenant, hein, qui a pris l'affaire à bras-le-corps hein, et va essayer de trouver une alternative aux nains. Donc le droit, en fait, les questions juridiques se modernisent et ça pousse à Disney aussi à approcher les choses d'une manière différente. D'ailleurs, et j'arrête là pour cette question, mais vous trouviez aussi beaucoup de clichés coloniaux et racistes dans certains Disney. Là aussi, ils ont essayé de... Alors, ils n'en font plus, mais ils ont essayé aussi de supprimer dans certains ouvrages, dans certains films. Sur les plateformes de Disney, hein, vous avez des scènes qui sont coupées, des scènes qui sont maquillées pour moderniser justement les contes et pour éviter tous ces clichés qui, pour le coup, sont discriminants, qui, pour le coup, portent atteinte aussi à la dignité humaine. Et puis il y a la question du féminisme aussi qu'on pourrait ajouter. On pourrait bien largement développer. Mais voilà, pas forcément le féminisme, mais la place de la femme en fait. Hein, disons que la force des princesses, etc., qui ne sont plus des princesses en détresse à secourir, mais qui sont des femmes fortes. Donc il y a beaucoup de thèmes en fait qui sont. On vous a dit hein, lors de la dernière émission, le mariage en fait était quelque chose qui favorisait surtout les hommes en fait. Hein. Les femmes étaient dans une sorte de soumission. Le fait de mettre le mariage en retrait dans les histoires Disney est aussi un moyen de montrer que les femmes n'ont pas besoin de ça en fait. Elles n'ont pas besoin de se marier, elles n'ont pas besoin d'un mari pour s'épanouir. Elles peuvent s'épanouir autrement. Donc ça reflète évidemment cette conception juridique hein, et notamment le mariage, hein, une conception vraiment d'égalité homme-femme. Donc c'est vrai que ça se modernise de manière assez importante et ça se voit même chez Disney hein, où il y a quand même un cadre qui est très édulcoré par rapport à ce qu'on peut trouver vraiment dans les contes. Dernier point, et ce sera le mot de la fin, les contes de fées sont aussi, en quelque sorte, et tu pourras nous en dire peut-être deux mots, des œuvres satiriques en fait. Hein. Il faut savoir qu'ils sont écrits pour la cour, et vous vous en doutez, hein, on n'a pas le droit de critiquer le roi, mais souvent dans les contes, si vous êtes attentif, vous remarquez que les rois sont soit bêtes, soit méchants. Il y a très peu de rois clairvoyants, il y en a hein, de temps en temps, mais la plupart du temps, les rois, soit ils sont incompétents. C'est le cas dans le Chaboté, hein, où le roi se laisse berner par le Chaboté dans tous les sens et croit tout ce qu'il dit. Donc, un roi qui n'est pas du tout clairvoyant. Ou dans La Belle au Bois dormant, là aussi, hein, le roi qui commet une bourde inimaginable, il invite toutes les fées sauf la plus méchante. Là aussi, chose étonnante. Et parfois, ils sont carrément méchants. Là, vous avez la reine hein, dans la Blanche-Neige, mais vous avez aussi dans Podane de Perrault, où le roi essaye d'avoir des relations incestueuses avec sa fille. Il essaye même de se marier avec elle. Donc,
les contes ont été aussi un vecteur de critique sociale, de critique politique, hein, de manière très voilée. Alors bien sûr, hein, à chaque fois, non, c'est le roi d'un royaume distant, d'un tout petit royaume. C'est toujours un peu voilé, mais ça rejoint ce que tu disais sur cette tradition de cour. Hein. La figure du roi est très présente, déjà. Oui. Mais en plus, c'est une figure qu'on a tendance à titiller, en fait, hein, souvent, comme un moyen détourné de critiquer la monarchie, de critiquer les rois en place. Tout à fait. En fait, il y a une espèce de double censure qu'on contourne. C'est effectivement un phénomène de cour, mais justement, on se rapproche du roi pour mieux le critiquer, finalement. Mais pas que le roi, d'ailleurs, peut-être l'aristocratie, etc. Donc, un peu comme l'ont fait d'autres auteurs, en dehors des contes de fées dans la tradition littéraire de l'Ancien Régime. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu disais, à travers les contes de fées, on utilise la fiction pour contourner la réalité, pour faire passer un message, et pour critiquer le pouvoir, surtout à cette époque, à l'époque de Perrault, c'est le pouvoir absolutiste, donc a fortiori. Mais ça, c'est la première censure, celle dont tu vas parler, c'est la censure politique qu'on cherche à contourner. Voilà, à contourner. Il y a une deuxième, alors à la fois une censure et une domination, en fait, qu'on peut citer, c'est celle de l'Église, la place de l'Église. Et certains, en fait, ont mis en évidence le fait que si on se réfère au monde féerique, aux fées, donc finalement à un fond qui est païen et celtique, finalement, qui est un fond dans lequel on puisait beaucoup les auteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont greffé, en fait, sur ce fond commun européen, celtique donc, et païen, les traditions locales, les folklores locaux, donc les folklores français, italiens, allemands, etc. Et certains ont mis en évidence, en fait, que cette persistance, en fait, d'un paganisme en pleine époque chrétienne, dans des œuvres comme les contes de fées, était aussi un moyen de résister au développement, évidemment, et à l'emprise surtout, de l'Église, à la domination de l'Église à cette époque. Donc en fait, il y a cette double censure, ce double élément à prendre en considération, l'élément politique, qui paraît le plus évident, mais aussi un élément religieux sous-jacent, à travers le fond culturel qui apparaît dans les contes de fées. D'ailleurs, je rejoins cette on va dire, critique de la religion, hein, dans le fait que les mariages sont très importants dans les contes de fées, hein, ils sont récurrents, ça se termine souvent par un mariage, mais fait quand même un peu bizarre, il y a rarement des curés, en fait. Hein. Les mariages dans les contes de fées, ils ne sont pas forcément célébrés par un curé, ils sont célébrés dans un cadre intime par le roi, ou par quelqu'un d'autre, ou parfois par quelqu'un qui passait par là. Donc c'est un moyen, alors très subtil, hein, d'évancer finalement l'Église, hein, et le clergé, et pour dire, en fait, même le mariage qui est un sacrement, hein, est un symbole religieux très important à cette époque, on n'a pas forcément besoin d'eux, en fait, on n'a pas forcément besoin du clergé. Donc là aussi, hein, c'est une critique très subtile, hein, mais c'est un moyen de dire que, en fait, oui, l'Église prend trop de place, et on pourrait s'en passer. Oui. C'est un premier soft power, en quelque sorte, déjà sous l'Ancien Régime, avant Disney. Voilà. Donc, voilà quelques éléments. Évidemment, il y aurait beaucoup plus à dire. Hein. La question est très, très vaste. On reviendra sans doute sur cette question-là pour aborder peut-être les contes arthuriens, pour parler du Seigneur des Anneaux, pour parler de la mythologie aussi. Hein. Mais ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un premier tour d'horizon sur les contes de fées. Et on espère que ça vous a plu.